À l'émission L'Entre-deux, notre émission numéro 5. Et aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, l'or et la guerre. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va parler aussi géopolitique. Ça fait longtemps que je pensais vous faire ça sur une introduction sur les BRICS. Il y en a peut-être qui savent c'est quoi, il y a d'autres gens qui savent pas c'est quoi, mais les BRICS, c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur au niveau mondial, et il faut que vous le sachiez. Et aussi, il y a le mot de la fin, tenez-vous bien, on va parler du mot woke. Woke, le wokisme, qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc, on se voit tantôt. OK, donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler d'un aspect du Bitcoin très très intéressant. C'est quelque chose que ça m'a pris un certain temps comprendre. Et lorsque j'ai vu le potentiel de ça, je me suis dit waouh, c'est quelque chose qui peut quand même euh, oui, éventuellement peut-être changer l'humanité. D'accord? Donc on va parler du Bitcoin, l'or et la guerre. D'accord? Donc, juste pour que vous compreniez un peu, depuis des siècles et des siècles, l'argent et la monnaie ont toujours joué un rôle quand même crucial, que ce soit dans les guerres et chez le peuple. OK? Parce que si on peut pas financer des guerres, eh bien, on peut pas aller très loin là-dedans. D'accord? Donc, c'est pour une raison toute simple, ça prend des ressources, ça prend de l'argent pour envoyer tout simplement les troupes au front. D'accord? Parce que les soldats, les mercenaires, les généraux, c'est normal, ils feront pas ça gratuitement. D'accord? Donc, comme je viens de le dire, aucun soldat dans le monde, à part quelques exceptions, va s'enrôler dans l'armée s'il n'est pas payé, s'il peut pas souvenir à sa famille. Ça, on le voit depuis les temps anciens, depuis la Première, Deuxième Guerre mondiale, les guerres napoléoniennes, et puis depuis la guerre en Ukraine, c'est pas différent. D'accord? OK. Donc, comme je viens de le dire, que ce soit dans le temps des Romains, dans le temps de Napoléon, Première, Deuxième Guerre mondiale, et plus dernièrement, entre autres avec la guerre en Ukraine, l'argent joue un rôle central. D'accord? Donc, si le soldat sait qu'il va être payé, lui, par son extension, pouvoir souvenir à sa famille, ben, il va être prêt à prendre les armes. D'accord? Il va être prêt à faire le sacrifice. Et vous allez me dire, ouais, ben, c'est tout à fait normal. Ça prend des gens qui sont prêts à faire ça, d'accord? Et c'est normal qu'on les paye, d'accord? Et puis, eh bien, ça, vous le savez, mais surtout les rois et les gouvernements l'ont très bien compris. Ça prend des ressources, ça prend une trésorerie et ça prend de l'or et surtout, anciennement, c'était de l'argent. Excusez, de l'or. D'accord? Donc, d'où la raison que la trésorerie d'un pays, OK, est très cruciale. Donc, si les coffres sont pleins, lorsque un pays veut s'en aller en guerre, eh bien, cette décision-là, elle est cruciale. Donc, c'est pas pour rien que une des raisons pourquoi qu'on a essayé d'affaiblir la Russie avec des embargos commerciaux, c'était pour affaiblir son économie, affaiblir les coffres de l'État pour que l'effort de guerre s'effondre. D'accord? Donc, ça fait partie d'une stratégie de guerre. OK? C'est la raison pourquoi on voit aujourd'hui que le rôle de l'argent joue un rôle principal. Donc, rappelez-vous juste pour revenir sur l'histoire du Canada, rappelez-vous l'appel du gouvernement canadien dans les années 30 pour l'effort de guerre. Donc, il n'y a rien de plus dispendieux pour un pays que le fait de rentrer en guerre contre un ennemi. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. On rentre pas en guerre sur un coup de tête. OK? On rentre pas en guerre sur une montée de lait ou quoi que ce soit. Quoique, souvent, en arrière de ça, ça peut sembler être le cas. On réfléchit, on calcule parce qu'on va prendre toutes les ressources du pays. OK? On fait un jeu de poker. On bête. OK? Qu'on a des chances de gagner. OK? Pourquoi? Parce qu'on peut perdre aussi. Et lorsqu'on perd, on peut perdre beaucoup. Et ça peut prendre des années, une, deuxième, trois générations avant que le pays se remette d'une défaite. D'accord?
Et ceci nous amène à nous questionner sur le rôle central que l'or, le métal or, a joué dans l'effort des guerres. D'accord? Car en temps de guerre, l'or était le roi absolu qui déterminait le niveau d'expansion que cette guerre pouvait prendre. En d'autres mots, plus qu'il y avait de l'or dans les coffres, plus que l'effort de guerre, on pouvait le soutenir longtemps, ok, et plus on pouvait prendre de l'expansion. C'est comme ça que la plupart des empires se sont bâtis, d'accord, sur l'expansion militaire, ok, sur les invasions, mais aussi sur l'or qu'il y avait dans les coffres qui pouvait faire en sorte qu'ils pouvaient engager des troupes étrangères, des légions étrangères, des mercenaires pour toujours soutenir cet effort de guerre. D'accord? Dans l'Ancien Empire romain, on était conscient de ces faits. OK? C'est pas pour rien que l'Empire romain est devenu une puissance qui a duré plus de 2 siècles, 200 ans. D'ailleurs, c'est dans l'histoire moderne, si on peut dire, de l'humanité, l'Empire romain, c'est l'empire qui a duré le plus longtemps, selon les statistiques. Et eux autres, ils savaient très bien que pas d'argent, pas de guerre, pas de soldats. D'accord? Juste pour vous donner un autre exemple, les Vikings. Les Vikings ne s'engageaient jamais dans une invasion, OK, pour traverser des tempêtes, traverser des mers, traverser des océans, si on leur promettait pas, OK, quelque part, un butin, un trésor, de quoi pour s'enrichir et améliorer leur sort. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc, c'était toujours la promesse de pouvoir gagner un butin, de l'or, OK, qui était justifié. Et si que ce soit le leader, que ce soit le chef, OK, était assez convaincant, était capable de leur dire, ah, regarde, c'est possible, vous allez trouver ça, eh bien, il y en a qui s'embarquaient dans cette odyssée. Et c'est comme ça que des peuples ont envahi d'autres peuples. Et c'est comme ça que, quelque part aussi, on a découvert d'autres territoires. D'accord? Et puisqu'on parle de ça, ben, Christophe Colomb qui, se disant, a découvert l'Amérique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas tout à fait lui qui l'a découvert, mais peu importe. Christophe Colomb et l'Empire espagnol, ben, il n'aurait pas pu traverser l'Atlantique si la promesse de pouvoir renflouer les coffres de la reine Isabelle en 1492 n'était pas justifiée. Donc, c'est toujours l'espoir de trouver Eldorado, de trouver cet or qui poussait les marins, qui poussait même déjà qui étaient en prison, de s'en aller puis tenter leur chance. D'accord? Une bonne partie de l'Amérique a été conquise avec cet esprit-là. D'accord? Juste à penser même à la fièvre de l'or dans l'ère du Klondike. D'accord? Donc, ceci est la même chose pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas différent, OK? Ça prenait des empires puissants, des économies puissantes pour pouvoir soutenir l'effort de guerre, d'accord? Parce que souvent, les guerres se gagnent à l'usure, d'accord? Souvent, lorsqu'il y a confrontation, c'est celui qui a le plus de ressources, OK, qui a le plus de profondeur, OK? Oui, c'est une question de stratégie, mais l'aspect économique joue un rôle central, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il est à noter que lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands arrivaient, que ce soit en Pologne ou que ce soit arrivé en France, à Paris, qui ont conquis un pays, la première chose qu'ils faisaient était d'aller à la Banque centrale et saisir l'or. Oui, un peu comme Napoléon faisait lorsqu'il envahissait une partie de l'Europe. La première chose qu'il faisait, d'accord, c'était d'aller renflouer ses coffres d'or, saisir l'or des pays qui venaient de conquérir. Pourquoi? Parce que le fait de renflouer les coffres d'or, ça leur permettait de continuer encore plus loin. D'accord? Donc, ça jouait un rôle crucial. OK? Donc, ça, les rois et les gouvernements savaient que s'ils n'avaient plus d'or, ben, dans leur coffre, l'effort de guerre ne pouvait plus continuer. Évidemment, c'est logique. OK? Et la possibilité de perdre cette guerre pointait au nez de ceux qui s'engageaient dans cette guerre-là. D'accord? Donc, si à un moment donné, on n'est plus capable de payer nos soldats vont se décourager, nos soldats vont être incertains, vont avoir des doutes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à déserter, même ils vont changer de camp. Ça s'est vu dans l'histoire, d'accord? Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ce pays-là, qui est pris avec ce problème-là, eh bien, il doit abdiquer, doit vraiment s'avouer vaincu et vraiment passer à l'étape suivante de rédiger
son, son arrêt. Et puis là, c'est le pays qui vient de le conquérir qui va lui mettre les règles, ok? Et que s'il n'y a pas d'or, va saisir des terres, va saisir des ports, va saisir tous les actifs les plus intéressants d'un pays, ok? Anciennement, on voyait que les actifs, c'était des jeunes enfants, c'était des femmes, d'accord? C'était des terres, s'il le fallait. OK? Mais il fallait quelque chose au conquérant pour compenser les pertes que lui, il a subies. Mais le perdant, il vient de perdre et il vient de perdre beaucoup. Alors, donc, que faisaient les monarchies et les empires anciennement qui commençaient à manquer d'or? Okay? Il y avait des astuces. OK? Ils passaient à l'argent. Il n'y a plus d'or, on va essayer de trouver un métal que les gens sont aussi intéressés, le métal argent, OK? Pour payer les troupes. Et quand l'argent métal commençait à se faire rare, parce qu'il n'y en avait plus, eh bien, on commençait à diluer les pièces d'argent avec du cuivre, avec du plomb. D'accord? Ça s'est beaucoup vu anciennement, surtout à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain était tellement grand qu'il allait du Portugal quasiment aux confins d'une partie de la Russie qu'on connaît aujourd'hui, une bonne partie de la Méditerranée et au Moyen-Orient, ok? Et une bonne partie des pays scandinaves. Donc, c'était un empire gigantesque. Ça prenait beaucoup de ressources, ça prenait beaucoup de soldats, d'accord? Ça prenait beaucoup de bases militaires, d'accord, pour soutenir ça. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'or. À un moment donné, l'argent commençait à se faire rare. Et à un moment donné, il fallait trouver des astuces pour payer nos soldats, payer nos légionnaires. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils diluaient ce métal-là. D'où la pratique, souvent vous voyez dans les anciens films, quelqu'un qui prenait une pièce, essayait de la faire plier, ok, pour voir sa solidité, sa concentration en métal. C'était pas anodin, parce que le soldat voulait pas être payé avec de la fausse monnaie ou une monnaie qui ne vaut pas ce qu'elle représente. D'accord? Mais c'était une question de temps avant que les troupes, avant que les soldats commencent à se rendre compte puis arriver à ce qui devait arriver. Les soldats commencent à déserter. Les soldats commencent à dire non, c'est pas vrai, je veux me battre. Je suis pas sûr d'être payé. Puis ce qui nous paye, ça vaut même pas la peine pour pouvoir soutenir ma famille. Donc c'est l'histoire qui se répète à chaque fois. D'ailleurs, un point que je tiens à retenir sur l'Empire romain, souvent les historiens s'accordent pour dire que ce qui a vraiment fait chuter le plus grand empire qui existait dans notre histoire, je parle toujours de l'Empire romain, qui a duré presque 200 ans, était le fait qu'ils ont commencé à diluer l'argent avec d'autres métaux pour payer leurs légionnaires. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Mais cette pratique ne pardonne pas. Et il devait arriver ce qui devait arriver, les soldats se faisaient de plus en plus rares, et l'Empire a commencé à s'écrouler. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est quelque chose qu'on est en train de vivre, ok, plus précisément avec nos voisins du Sud, avec l'Empire anglo-américain. D'accord? Et nous aujourd'hui, ok, dans l'histoire moderne, comment ça se passe? Eh bien, une des plus grandes raisons pourquoi la Première et la Deuxième Guerre mondiale a été aussi destructrice et mortelle est à cause du rôle des banques centrales. Retenez bien ça. Pourquoi il y a eu une première, une deuxième guerre mondiale? À cause des banques centrales qui ont injecté des millions et des millions et des millions, ok, dans l'effort de guerre. Et qui ont réussi le tour de force de faire croire aux gens et aux soldats, aux populations, qui pouvaient être payés en billets de banque. OK? Aujourd'hui, dans l'ère moderne, surtout dans la Première et Deuxième Guerre mondiale, même au Vietnam, OK, la guerre du Vietnam, on a fait croire aux soldats qu'on pouvait les payer avec du papier. Et ça, c'est un gros tour de force. OK? Parce que les billets papier, on appelle ça des IOU. C'est un argent que je te dois et que je vais te payer. C'est une promesse que le gouvernement nous fait. C'est des promesses futures. OK? Donc, comme je vous dis, un billet, un dollar, ce n'est qu'une IOU. Je te dois quelque chose. Le gouvernement promet que ça vaut quelque chose.
C'est tout. OK? C'est tout simplement une promesse. Donc, lors des grandes guerres, OK, surtout la première, la deuxième guerre mondiale, eh bien, les planches à billets ont commencé à rouler à train d'enfer pour pousser les gens à se battre. Donc, on a commencé à imprimer, d'accord? Et plus récemment, l'Empire anglo-américain a commencé à s'endetter de plus en plus dans plus de guerres parce que l'Empire voulait prendre de l'expansion, d'accord? Chose qui a fait écrouler l'Empire britannique aussi, avec la livre sterling. C'est qu'à un moment donné, l'Empire britannique, on disait que c'était l'empire où le soleil se couchait jamais, excusez. Eh bien, à un moment donné, c'était devenu trop coûteux, c'était devenu trop cher. Et après la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique n'a jamais pu se relever. Et c'est l'Empire américain qui a commencé à émerger, il a commencé à prendre le dessus, mais c'est toujours la même chose. Ils commettent toujours la même erreur. Ils prennent de l'expansion et ils commencent à émettre des billets et encore des billets, et cet argent-là commence à perdre de sa valeur, à se diluer. OK? Donc, comme je disais, les grandes guerres ont commencé à faire couler les planches à billets en train d'enfer pour pouvoir pousser les gens à se battre. Que ce soit les Américains, les Britanniques, les Allemands, OK, ils avaient compris cette astuce-là. Mais cette astuce-là ne dure qu'un certain temps. OK? Avant qu'on se rende compte, à un moment donné, que tout ça était en train de ruiner le pays à cause de la dévaluation de la monnaie et que l'économie va s'effondrer. L'Allemagne a connu quelque chose comme ça à cause de la dévaluation de la monnaie et de l'inflation incontrôlée. OK? Vous le voyez de plus en plus aujourd'hui avec le dollar américain qui affecte toute l'économie mondiale, même la nôtre. D'accord? Et un symptôme aussi de ça, on voit que ces empires-là sont toujours en guerre, constamment. D'accord? Et les États-Unis ils ont plus de 500 bases partout dans le monde et depuis la guerre du Vietnam, ont toujours eu une intervention militaire quelque part. D'accord? Il est temps que vous le compreniez. Donc, quand les empires commencent à se rendre compte de ça, eh bien, le mal était déjà fait. OK? Les champs de bataille étaient pleins de sang des jeunes hommes qui ont été sacrifiés au nom de la soi-disant liberté, patrie et soi-disant souveraineté, et tout ça pour des intérêts privés. D'accord? Donc, l'impression des billets de banque, de l'argent papier, peut être très destructrice lors d'un conflit guerrier. D'accord? Parce que ces banques-là impriment à partir de rien. D'accord? Les gens croient en cette valeur-là. Donc, ils ont torsé l'or, OK, pour des planches à billets parce que c'est beaucoup plus efficace pour faire des guerres et lorsque l'Empire voulait prendre de l'expansion. D'accord? C'est la raison pourquoi les puissances d'aujourd'hui ont abandonné le standard or, comme je vous disais, car on ne peut pas imprimer de l'or. On est limité. C'est-à-dire que la limitation de l'or a empêché les empires de grandir beaucoup plus vite qu'ils le voudraient. D'accord? Donc, le standard or était comme une garantie, comme une espèce un garant de sagesse. On se retenait, OK? Quand on était tenté de rentrer en guerre, on regardait les coffres, on évaluait ça avec les économistes, les actuaires, ils disaient jusqu'où on peut aller avant que l'économie commence à s'écrouler, peut-être que même ma tête passe à la guillotine. OK? C'est toujours ça, OK, les jeux de pouvoir. Donc, l'or, quelque part, disait, ben regarde, on a jusqu'à là. OK? Et après ça, faut vraiment trouver une solution, faut commencer des pourparlers et même commencer peut-être par parler de paix. OK? Donc, quelque part, l'or jouait un rôle pacificateur. OK? Donc, comme je disais, le standard A était comme un garant de sagesse et retenu quand on était tenté d'entrer en guerre à cause de sa quantité limitée, comme je vais vous le dire, qui faisait dire que lors de l'ère du standard or, les pays vivaient dans une paix relativement stable. C'est vrai. Avant 1914, avant la Première Guerre mondiale,
On appelait ces années avant les années des gentils. Pourquoi? Parce qu'il y avait une paix relative et une certaine progression, OK, dans l'évolution de l'humanité. D'accord? Maintenant, pourquoi je vous parle de ça, c'est que vous comprenez pourquoi aujourd'hui Volodymyr Zelensky est obligé de constamment aller quitter de dollars à l'oncle Sam, à Joe Biden. Parce que l'Ukraine, elle peut pas continuer à se battre s'il n'y a pas des milliards qui sont injectés dans cette guerre-là. OK? Mais ce système, comme toujours, et comme je vous l'ai dit, et vous allez vous en rendre compte, plus vous lisez l'histoire, OK, l'histoire se répète. Et on est en train de crouler non seulement de couler non seulement l'Ukraine, mais l'Occident au complet. Parce que l'Occident est en train de s'endetter par-dessus la tête, autant les pays européens surtout, et aussi une bonne partie de l'économie américaine, OK, dans cet effort de guerre contre la Russie. OK? Et ce que ça fait, mais l'Occident au complet est en train de s'endetter, un endettement constant, ce qui se traduit par une dévaluation de la monnaie, une augmentation du coût de la vie. D'accord? Donc, nos échanges commerciaux se font tout en dollars US. OK? Et quelque part, les répercussions qui arrivent dans l'économie américaine, nous, on les ressent de plus en plus. Même si, à certains égards, on n'est peut-être pas aussi impliqué que les Britanniques ou les Américains ou les Européens dans la guerre contre la Russie, mais il faut pas oublier que notre premier ministre, OK, Justin Trudeau, arrête pas de vouloir sortir des nouvelles lois pour envoyer des nouveaux fonds à l'Ukraine. D'accord? Et ça a un prix. Ça, c'est des futures taxes, c'est des futurs impôts, que ça soit lorsqu'on va toucher d'ici notre retraite ou pour les générations futures. On a Canada, ça va tout droit dans le trou, si on peut dire ça comme ça, comme les États-Unis et le reste de l'Occident. D'accord? Donc, c'est pour ça que on dit que... OK. Là, vous allez me dire que, ben, écoutez, il n'y a pas que ça, là. OK? Et il n'y a pas que la guerre. Il y a des choix aussi économiques, des choix stratégiques. Donc, on peut pas juste donner la faute à ça. Je vous l'accorde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il ne reste que cette façon d'agir a un très gros impact sur l'économie quand même. D'accord? Maintenant, on va revenir au Bitcoin. OK? Imaginez que si dans un futur, le Bitcoin commençait à jouer un rôle de plus en plus imposant, un rôle de valeur de refuge, OK? Un peu comme l'or, et que les gouvernements commençaient à l'adopter de plus en plus, un peu comme le Salvador. Ils commençaient à l'adopter comme un actif, OK, qui pouvait adosser ou backer leur monnaie. D'accord? OK? Un peu comme l'or, eh bien, il pourrait jouer très bien un rôle pacificateur à cause de sa rareté. Tout simplement parce que le Bitcoin, OK, il est limité dans son émission. On peut pas faire plus que 21 millions. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit souvent. OK? Donc, si dans le futur, un Bitcoin, exemple, était rendu à 1 million de dollars, juste un Bitcoin, eh bien, les peuples, OK, les gens influents, eh bien, ils vont y penser à une, à deux ou trois fois avant de vendre leur Bitcoin et s'en débarrasser. Donc, le Bitcoin pourrait jouer un rôle de retenue, OK, un rôle de sagesse et de pacification, OK? Là, vous allez me dire, ben ouais, ben, c'est peut-être une utopie, OK? Là, tu rêves en couleur. Eh bien, pourquoi voyez-vous que des BlackRock, des Fidelity, des fonds mutuels chinois, oui, des fonds mutuels chinois et des pays souverains sont en train d'acheter du Bitcoin de plus en plus parce que c'est en train de devenir une valeur refuge, ok, très intéressante et on commence à se rendre compte des vertus du Bitcoin. Mais par ricochet, ce que ça va faire, c'est que les gens vont avoir un actif
d'accord, limité, d'accord? Et donc, le Bitcoin peut devenir, disons, un actif avec l'or, le pétrole, les ressources naturelles qui peut backer les futures monnaies, d'accord? Et par extension, le Bitcoin peut aussi devenir un garant, une façon de se retenir avant de peser sur le bouton guerre et s'en aller dans cette voie-là. Donc, la possibilité de voir le Bitcoin jouer un rôle central dans notre économie future, est en train de se dévoiler de plus en plus, petit pas à petit pas. Et moi, en tant que personne optimiste et pacifiste de nature, cette idée, j'y crois de plus en plus, tout comme la communauté mondiale des bitcoiners dans le monde, qui croient que le Bitcoin peut devenir un actif phare dans l'évolution de l'humanité. Et peut-être qu'un jour, on dira que le premier pays à avoir adopté le Bitcoin, El Salvador, portait en lui un nom qui était prémonitoire et prophétique. Car en espagnol, El Salvador veut tout simplement dire le sauveur. Voilà pour mon petit article sur le Bitcoin, l'or et la guerre. On se revoit tantôt avec la géopolitique. Bon, de retour maintenant pour la rubrique géopolitique. Et aujourd'hui, on va parler des BRICS. OK? Alors, qu'est-ce que c'est les BRICS? Peut-être que vous en avez entendu parler dans les nouvelles, peut-être pas, mais je vais je vais vous faire une petite introduction. BRIC, B-R-I-C-S, un mot qui a été donné dans un article du Wall Street Journal par un cadre de la Goldman Sachs, ok, un cadre qui travaillait pour cette banque-là, qui s'occupait des échanges commerciaux. Il s'est rendu compte que les échanges commerciaux entre le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et l'Afrique du Sud étaient de plus en plus accentués. Et il a décidé de les appeler les BRIC. Ok, donc BRIC, B pour Brésil, R pour Russie, I pour C, Inde, C pour Chine et S pour South Africa. D'accord? L'acronyme a été adopté par ceux-ci. Donc, ces membres-là de ces pays-là ont dit, ouais, on va garder ce nom-là. OK? Et ça a été adopté, ce nom-là, lors d'un sommet qui a eu lieu en juin 2009. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps de ça. D'accord? Et ce qui au début n'était qu'une association tout simplement économique, ça commence toujours comme ça, est tranquillement devenu un outil politique face surtout aux agissements des États-Unis envers la Russie et la Chine. Étant donné que les pays les plus influents du BRIC sont la Chine et la Russie, étant donné leur puissance, évidemment, eh bien, à cause des agissements des États-Unis, surtout dans les dernières années où les actifs russes ont commencé à être saisis, ou surtout lorsqu'on a vu aussi les États-Unis devenir de plus en plus agressifs aux échanges commerciaux avec la Chine, eh bien, ces pays-là, les BRICS, ont commencé à s'éloigner un peu et ont dit, regarde, je pense qu'on va partir notre propre club, on va partir notre propre écosystème parce que avec le dollar américain, on ne sait jamais. On peut faire saisir nos biens, on peut saisir nos comptes de banque, on peut se faire saisir nos yachts, ils peuvent nous mettre un embargo, d'accord? Donc, le fait d'être sous le dollar américain peut être aussi un signe de on ne sait jamais, OK? Ils peuvent l'utiliser comme une arme économique, OK? Donc, depuis quelque temps, eh bien, il n'y a pas que les briques. On parle aussi des briques plus, OK? Car non seulement on retrouve des membres fondateurs, mais il y a plus d'une vingtaine de pays qui veulent s'y joindre. Là, je viens de savoir qu'ils sont rendus une trentaine de pays. La liste commence à se rallonger, OK? Donc, ils veulent se joindre. La liste d'attente ne cesse de s'allonger. Et puis, depuis janvier 2024, il y a 5 nouveaux pays qui se sont ajoutés. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. D'accord? Ce n'est que le début. Et surtout, c'est des pays, que ce soit en Amérique du Sud,
en Afrique, en Asie, d'accord? En fin de compte, surtout des pays qui ne sont pas dans le bloc de l'Occident, d'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une rencontre qu'il y a eu entre Xi Jinping et Poutine, qui a été tenue à Moscou en mars 2024. Je vais vous faire jouer un petit vidéo, ça dure 1 minute, 2 minutes, ok, et je vais vous traduire leur conversation qui a eu lieu, et vous allez voir que c'est quand même assez révélateur. Как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. Donc, comme vous venez de le voir dans cette vidéo-là, c'est une rencontre qu'il y a eu avec Xi Jinping et Poutine, et ils le disent ouvertement, c'est que les temps sont en train de changer, les temps sont en train de basculer. D'accord? Aussi, une autre nouvelle qui revient sur la scène économique de temps en temps et que j'aimerais vous la rappeler, car peut-être vous n'étiez pas au courant. D'accord? C'est un tweet qui a été lancé l'année dernière par Robert Kiyosaki. D'accord? C'est que dans l'article de investing.com, Robert Kiyosaki, qui est connu pour ses prévisions alarmistes, c'est ce que l'article dit, l'auteur du best-seller sur les finances personnelles Rich Dad et Poor Dad, a envoyé une nouvelle mise en garde dans un message sur X, anciennement Twitter. D'accord? On parle ici d'un article qui nous vient de août l'année dernière, 2023. D'accord? Ça a peut-être passé sous le radar ici au Canada, mais c'est une nouvelle que Robert Kiyosaki nous a envoyée, une mise en garde, ok, un avertissement, ok. Robert Kiyosaki a en effet affirmé à ses 2,4 millions d'abonnés sur Twitter, sur X, que les BRICS vont lancer une crypto-monnaie adossée à l'or, ok, lors du prochain sommet du bloc, soit en août 2023 en Afrique du Sud. La fameuse crypto-monnaie qu'on attendait n'a pas été lancée. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas. C'est le point que je tiens à vous dire. Par contre, Robert Kiyosaki, le point qu'il voulait surtout dire, c'est que si ça arrive, ça allait avoir une conséquence, c'est que ça allait tuer le dollar US. Le dollar US allait mourir. OK? Il a par ailleurs prédit que des trillions de dollars vont revenir à la maison avec à la clé une explosion de l'inflation. Il y a un point qu'il faut que je vous explique. La plupart des dollars américains qui sont émis, OK, ne sont pas dans le sol américain. Ils sont à l'étranger avec des bons du trésor, avec des achats des bons du trésor par des milliards de milliards par le Japon, par la Chine, par l'Europe, et ainsi de suite. D'accord? Lorsqu'une bonne partie de la population décide, OK, de fonder leur propre crypto-monnaie, je parle des BRICS, OK, de leur propre système économique, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que on n'a plus besoin des dollars. OK? On n'a plus besoin de ça. On peut s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les vendre. Et qui doit les ramasser? C'est la Banque centrale américaine, c'est la Fed. Donc, il va y avoir un tsunami de trillions de dollars qui vont revenir aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça va faire? Je vous l'ai toujours dit. Lorsqu'on noie de liquidité un marché, ça fait monter les prix. OK? Et dans ce cas-ci, on parle d'une explosion de l'inflation. On parle d'une inflation à 15, 20, 30%. OK? En d'autres mots, la monnaie est en train de crasher. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Robert Kiyosaki nous donne un avertissement. OK? Ça s'en vient. OK? Et c'est un move que les BRICS vont faire et on peut pas l'arrêter. D'accord? Donc, comme à son habitude, il a profité, on parle de Robert Kiyosaki, pour réitérer son conseil. OK, c'est ce que Robert Kiyosaki a donné comme conseil à ses auditeurs. Il dit d'acheter de l'or, de l'argent métal,
et du Bitcoin. D'accord? Annonçant au passage qu'il prévoit une hausse de la crypto-monnaie, donc c'est la prédiction de Robert Kiyosaki pour cette année, de 120 000 pour le Bitcoin. D'accord? Juste vous dire que présentement, à date d'aujourd'hui, le Bitcoin, j'ai oublié de le dire, est à 67 000. Il y a une baisse, mais dans mon autre émission, je vais vous parler pourquoi il y a une baisse dans le marché. D'accord? Donc, les prévisions que Robert Kiyosaki fait, ben, elles correspondent à celles aussi de Standard Charter. Donc, c'est pas le seul à le dire. OK, beaucoup d'économistes dans le monde, des gens qui commencent à se convertir au Bitcoin, commencent à le dire aussi que le fait qu'on dépasse le 100 000 cette année, en 2024, il y a des grosses chances. D'accord? Mais le point que je tiens à vous faire ressortir, c'est que restez aux aguets. OK? Restez aux aguets, les amis. Très important. Donc, si vous voulez suivre ma chaîne Telegram, où de temps en temps, je mets des alertes, si vous voulez suivre mon podcast, OK, faites-le, partagez-les, OK? Parce que oubliez pas que même si la nouvelle est de 2023, OK, et Dieu merci que ça s'est pas fait tout de suite, ça nous donne encore un peu de temps de nous ajuster, OK? Eh bien, même si la nouvelle date de 2023 ou 2023, l'intention, elle est là, OK? Et comme je vous l'ai déjà expliqué, la Russie et la Chine sont dans le temps long. Les autres, ils sont en train de prévoir un jeu d'échecs sur le long terme. Ils vont prendre le temps que ça va prendre. Nous, en Occident, on vit dans le temps court. On est en train de vivre dans le temps d'urgence de plus en plus. D'accord? C'est important de rester ouvert. Et si vous voulez rester aux aguets, OK, suivez ma chaîne, suivez mon canal Telegram et je vais vous tenir au courant du développement de ce fait-là. Donc, je vous tiendrai au courant de tous ces développements-là. On sait que cette crypto-monnaie, OK, celle des briques, chose intéressante, ne sera pas juste accessible aux fonds souverains ou aux sociétés privées. Donc, ça sera pas un système de paiement crypto-monnaie que pour les banques, si on peut dire ça, OK, ou les grandes sociétés. Ça va aussi être pour les particuliers. Très intéressant parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie et on parle de blockchain, OK, on parle ici tout simplement d'un stablecoin, OK, un coin stable, comme le USDT, le Tether. Mais imaginez-vous un Tether un peu à la brique, adossé à des matières premières, adossé à de l'or, son potentiel, il est énorme. Donc, si à un moment donné, ça apparaît, OK, il est important que pourriez vous diversifier, mettre une partie là-dedans, d'accord? Et on va vous expliquer comment faire, parce qu'une fois que c'est sur le blockchain, vous avez tout simplement à l'ajouter à votre application et on va pouvoir vous expliquer comment on peut procéder. Donc, c'est quelque chose qui est à suivre. Voilà. OK, on se revoit pour le mot de la fin. OK, tout le monde. Donc, on est rendu au mot de la fin. Et pour ceux qui écoutent mon émission peut-être la première fois, le mot de la fin c'est souvent une réflexion philosophique. D'accord? Et aujourd'hui, tenez-vous bien, le mot est woke. Le wokisme. Souvent, on entend parler de ça beaucoup dans les nouvelles de plus en plus. Et les gens ne savent pas toujours qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment tout ça est parti. D'accord? Et aujourd'hui, OK, le mot de la fin va être très spécial. OK? On va rentrer dans le trou du lapin, le rabbit hole qu'on appelle, de plus en plus. Et vous allez voir que le wokisme, OK, qui est apparu d'une façon anodine, va beaucoup plus profond que vous le pensez. Il y a des répercussions, OK, pour des générations à venir, beaucoup plus que vous le pensez. Et il est important que vous le sachiez parce que on le voit dans tous les aspects de la société. Juste regarder les sociétés qui affichent le drapeau arc-en-ciel, OK? Vous allez voir que le wokisme, c'est plus qu'une tendance. D'accord? Donc, faut aller à la source. Et moi, j'aime ça aller à la source.
Qui veut, qui veut parler de la source doit parler de l'histoire, d'où ça vient. Parce que si on veut comprendre le pourquoi, on doit savoir d'où est-ce que ça vient, les origines. OK? Donc, tout simplement, le mot woke, OK, selon la définition de Wikipédia, OK, vient d'une expression qui dit be awake, be woke. Restez réveillé, restez aux aguets, restez alerte. OK? Alerte aux aguets de quoi? C'est que dans les années 30, OK, tu as eu des mouvements noirs américains de liberté civile qui disaient que être woke voulait dire aussi rester aux aguets des dérives sociales et racistes, OK? Surtout envers la société noire américaine. Donc, c'est un mouvement qui a pris naissance surtout dans les années 30. Et dans ces années-là, on a vu beaucoup de mouvements, entre autres le mouvement féministe, libération, OK, et droits des femmes, d'accord? À un moment donné, je vais faire une émission sur les origines du féminisme et vous allez voir que c'est beaucoup plus dark que vous le pensez, d'accord? Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le mouvement woke parce qu'il a pris une très, très grosse ampleur, d'accord? Donc, tout au long de l'histoire moderne des États-Unis, OK, il y a toujours eu des organismes qui ont défendu les droits civils des minorités aux États-Unis, OK? Pensez à l'histoire de Rosa Parks, OK? Lorsqu'elle a refusé d'aller dans la section de la partie des Noirs d'un autobus, a refusé de s'asseoir là et ça a créé une révolte, OK? Et ça a créé aussi un mouvement des droits civils très fort des Noirs américains, d'accord? Pensez à Martin Luther King lors de ses discours, qui est un personnage qui est très charismatique, d'accord, qui a lutté pour ces droits-là. Mais Martin Luther King aussi a joué d'autres rôles plus obscurs, ok, qu'éventuellement on va revenir. Vous savez, l'histoire, elle est faite des couches. Aujourd'hui, je vais vous parler juste de quelques couches, ok, mais vous allez voir, c'est assez troublant et c'est la raison pourquoi je vais étape par étape parce que ce trou du lapin-là, il va très, très profond. D'accord? Alors, plus proche de chez nous, dans les années 2010, OK, dans les années 60, les années 70, on a eu les années Peace and Love, révolution sexuelle, mai 68 en France et tout ça. D'accord? Tout était remis en question. On a bafoué la religion. On a bafoué ce qu'on appelait le patriarcat. Donc, dans les années 2010, on a eu une effervescence de plusieurs mouvements. Et des mouvements qui se réclamaient de cet esprit woke, OK? Que ces mouvements-là ont emprunté aux minorités noires, noires aux États-Unis, OK? Et je parle de quel mouvement ici? Je parle ici du mouvement du droit du mariage gay, du mouvement de la fierté gay, du droit à l'avortement, le mouvement féministe, des droits des femmes qui se sont joints au bal des revendications de plus en plus. Donc, vous voyez que ce soit les gays, que ce soit les noirs, que ce soit les féministes, commencer à émerger, à faire vraiment faire valoir leurs valeurs et leur vision du monde. D'accord? Plus récemment, on a eu un autre mouvement qui s'est joint à ça. On appelle ça le mouvement LGBT, LGBTQ, OK? Parce qu'on a arrêté de lui donner des lettres, donc on appelle ça LGBT+, OK? Le mouvement, aussi a eu le mouvement Black Lives Matter, OK? On a eu ça, on a aussi eu le mouvement transgenre. On a eu aussi le mouvement de la culture de cancellation. Donc, tout d'un coup, là, wow, tout se met à revendiquer. Tous les gens, avec toute cette diversité, commencent à s'afficher. Tout le monde commence à demander des droits-ci, des droits pour ça, des droits pour les transgenres, pour les homosexuels, pour les noirs, les minorités, puis tout ça. OK? Donc, ça, je crois que vous le voyez, vous l'avez vu, vous le voyez encore. D'accord? Et donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que des revendications que ces mouvements, ces gens qui s'identifient à ces communautés-là commençaient à faire, et surtout des revendications de
culture de cancellation et de remise en question de l'histoire. Remise en question de l'histoire, que ça soit fait, qui a été faite par, soi-disant, les méchants blancs, les méchants dictateurs, les méchants propriétaires d'esclaves, les méchants multinationales, d'accord? Donc, on commençait à mélanger tout ça, d'accord? Donc, des droits civiques, des droits de propriété, OK, qui appartenaient, soi-disant, à ce que les autres ils disent, des privilèges de blancs, ont été mis à l'index qu'on commençait à remis en question. Donc, ça a commencé à faire un bouleversement dans la société, ce qui a poussé les grandes sociétés, les grandes entreprises à avoir une politique égalitaire. Donc, fallait afficher dans son conseil d'administration un certain pourcentage de gens d'une certaine ethnie dans les films, dans les téléromans, que ce soit surtout aux États-Unis. Il fallait avoir une diversité raciale, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez une effervescence qui a commencé à apparaître un peu partout, d'accord? Mais vous allez voir que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu comme un agissement, comme un cheval de Troie. Vous savez, l'histoire de Troie, où les Troyens, OK, c'est ça, se sont fait avoir lorsque les Athéniens les ont envahis, d'accord? Donc, comme un cheval de Troie, d'accord, ce mouvement-là a commencé à s'infiltrer à l'intérieur de nos sociétés, de plus en plus. Et ça, on s'en est rendu compte que ça faisait déjà des années que ce mouvement-là était là, d'accord? Je peux vous dire qu'il date des années 30, dans nos facultés d'université, dans nos facultés du cégep, dans nos livres de sociologie, par nos professeurs, OK? Un peu comme un virus. Il est infecté par cette idéologie-là, OK? Donc, ce qui semblait à première vue être justifié, être tout à fait anodin, est tout simplement pour la vertu et les bonnes valeurs, OK, pour les droits civiques de telle ou telle communauté, est rapidement devenu un mouvement, OK, est devenu une idéologie, OK? Et qui dit idéologie, on commence à tomber dans la religion. On commence à tomber dans le fondamentaliste. OK? Une idéologie, quelqu'un qui est idéologique, OK? Par définition, il impose son idéologie et il y a beaucoup de difficultés à accepter une autre version des choses. D'accord? Et qu'est-ce que ça fait, cette idéologie-là? Elle commence à imposer sa façon de voir les choses. Elle a commencé, et c'est pour ça qu'on a vu de plus en plus de mouvements dans les écoles, dans les maternelles, dès leur jeune âge, on commence à inculquer, endoctriner face à des mouvements ouverture à l'homosexualité, à la pornographie, au changement de sexe, aux drag queens, OK? Et c'est très axé, OK, aussi, dernièrement, dans ces dernières années, on s'en prend aux enfants, OK? On hypersexualise cette jeune génération-là, d'accord? On est en train de la programmer, d'accord? Je reviens. L'imposition de la diversité dans la culture, que ce soit dans les cinémas, vous voyez ça, que ce soit dans Walt Disney, que ce soit dans les films de Netflix, d'accord? Vous allez toujours voir cette culture-là. Des diversifications raciales, diversification, changement de rôle, exemple, chez des personnages historiques, on change pour des Noirs, exemple, OK? Que ce soit dans la publicité, OK? Et dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la musique et dans le domaine industriel et économique, aujourd'hui, les grandes sociétés doivent afficher leur petit drapeau arc-en-ciel. Lorsque vous allez acheter, vous voyez un petit drapeau arc-en-ciel, c'est pas rien. Ça veut tout simplement dire que on est certifié woke, ok? On est vraiment certifié. Et pourquoi? Il y a toute une imposition, un dictat qui est imposé par les grands fonds d'investissement, surtout de BlackRock. À un moment donné, je vous expliquais le rôle de BlackRock dans l'imposition de l'esprit wokisme dans le domaine corporatif. D'accord? OK. Donc, je reviens un peu à mon histoire. OK, à cet article-là. Donc, l'imposition de la diversité dans la culture, le cinéma, la musique, dans le domaine industriel et économique, le drapeau multicolore de la diversité s'est imposé comme une religion, parce que c'est une religion.
C'est une religion avec leurs adeptes, avec leurs prêtres, avec leurs pratiques, avec leur culte. D'accord? Et lorsqu'on tombe dans le domaine religieux, il n'y a pas de place à la discussion. OK? Il n'y a pas de place à l'autre. Soit tu es comme nous ou tu es contre nous. D'accord? Et c'est pour ça que lorsque on voit ces gens-là, on essaie de raisonner avec ces gens-là ou discuter avec ces gens-là, on voit leur position très, très, très ferme. D'accord? À la limite, on pourrait dire fermée. OK? Donc, et comme je viens de vous le dire, donc, cette religion-là a ses adeptes, ses fondamentalistes, ses croyants, ses prêtres, et ceux qui essaient de convertir les gens aux coutumes, ou des gens qui sont d'une coutume beaucoup plus traditionnelle, comme vous et moi, d'accord? Eh bien, on commence à se rendre compte que, hey, ils essaient de nous imposer ça, mais non seulement à nous, surtout nos enfants, parce que c'est là les enfants qui les intéressent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a travaillé 1, 2 générations d'enfants, on vient de basculer, OK, la société. C'est pas tellement à nous, adultes endurcis, qui savent qu'ils peuvent rien faire, mais on va s'en prendre aux nouvelles générations à venir. D'accord? Alors, aujourd'hui, ce mouvement-là prend des allures de dictat, OK? Elles veulent tout centraliser comme dans l'ancienne Union soviétique. Très intéressant. Comme une pensée unique, un narratif, OK? Quelque chose qui est commun à tous. C'est qui est carrément un dictat communiste. D'accord? Ah, le chat vient sortir du sac. OK? Vous voulez vraiment savoir à quoi ça ressemble des choix woke, OK, que des villes aux États-Unis ont pris? Vous voulez voir les résultats de ces choix-là, de ces choix woke? Regardez les reportages présentement sur les villes comme New York, San Francisco, Portland, Philadelphie, Los Angeles, avec toute leur immigration illégale, avec tout leur itinérant, avec tous leurs crimes et leurs drogues. OK? Aujourd'hui, ces villes que je viens de vous nommer sont pratiquement considérées comme déjà perdues. Il n'y a rien à faire. Et ça, vous le voyez de plus en plus. On en parle dans le centre-ville de Montréal. OK? On en parle avec des décisions vraiment qu'on se dit, ben, ça n'a pas de bon sens, comme on dit aussi au Québec. Et ça, vous allez le retrouver souvent. Posez-vous la question, est-ce que ça a du bon sens imposer à des jeunes enfants le choix de changer de sexe? Est-ce que ça a du bon sens lorsque quelqu'un n'est pas capable de définir c'est quoi un homme, une femme? OK? Alors, vous venez d'avoir votre réponse. Le wokisme va contre le bon sens. C'est ça que vous devez savoir. D'accord? Alors, point à retenir sur le wokisme et leurs adeptes. OK? Des choses que je suis pas le seul à avoir remarqué, mais vous devez savoir. C'est un mouvement à tendance extrême gauche. OK? Ils sont non portés sur la famille traditionnelle. Je viens de vous le dire. OK? Elles autres sont pour l'éclatement familial, pour enlever l'autorité parentale, éclater les familles, d'accord, et aussi éclater aussi, faire tomber, faire basculer l'autorité de l'homme dans la famille, ok. Donc, sont non portés sur la famille traditionnelle, ok, sont non portés sur le couple et les enfants. C'est pas ça qui les intéresse. Un autre point, c'est qu'ils sont toujours en position de victime. Vous allez les voir, elles autres sont victimes de tout, ok. Tout est la faute, soit le climat, soit le blanc, soit l'oppresseur, soit l'homme, OK? Tout est une oppression, OK? Et lorsqu'on est victime, OK, on ressent du ressentiment. Lorsqu'on est victime, on pense que la faute est toujours des autres. On se remet jamais en question, d'accord? Et surtout, lorsqu'on est victime, on pense qu'on est une victime absolue, d'accord? On est dans une pensée extrême et il n'y a pas de place au dialogue. Il n'y a pas de place à la remise en question, au changement, à la discussion, d'accord? Donc, sont toujours en position de victime. Donc, tout ce qui est différent d'eux est oppressant, OK? Soit on le dénonce, soit on le cancelle, soit on cherche à le tasser ou des fois même l'éliminer, d'accord?
C'est des gens très émotifs, vous allez voir, OK, qui cherchent pas le dialogue, comme je viens de vous le dire, mais plutôt à imposer leur vision du monde. C'est une idéologie, OK? Ça, ça n'a pas rapport avec la réalité ou la raison. C'est pas ça qui est important, c'est leur idéologie, ce que eux ils pensent, ce qui est vrai, OK? À la limite, c'est, comme je vous disais, c'est une croyance religieuse qui n'est pas basée sur le bon sens, sur la raison ou même sur la réalité des choses, OK? Par définition, c'est un esprit nihiliste, autodestructeur, d'accord? Qui cherche pas à faire des enfants ou se projeter dans le futur, d'accord? Euh, c'est une vision des fois très négative de la société actuelle, ok? Pour eux, le climat et les animaux, à la limite, ont priorité sur les humains. C'est un mouvement, on pourrait quasiment dire anti-humain, anti-bon sens, anti-nature des choses, ok? Ils culpabilisent, autre point, culpabilisent beaucoup, attention, le mâle hétéro blanc de la plupart des maux de la planète. Tout est leur faute, d'accord? Esprit peut porter à la créativité, d'accord? Si on peut porter à l'entrepreneuriat, c'est pas des gens qui vont chercher à développer, trouver des solutions. C'est des gens qui sont constamment en train de brailler, de pleurer, pleurnicher et qui dépendent de l'État tout le temps. OK? Ils dépendent de Big Daddy, OK? De l'assistanat de l'État pour tout, avec des programmes sociaux de plus en plus que la société doit payer pour eux. D'accord? Donc, ils n'ont pas un esprit entrepreneur, donc par définition, c'est pas des gens qui vont créer la prospérité, la créativité dans les affaires et dans la communauté. C'est pour ça que les villes qui tombent dans le wokisme, c'est des villes qui deviennent délabrées, qui finissent par tomber. D'ailleurs, les villes que je viens de vous nommer, ça en est des exemples. D'accord? C'est pour ça que faut les avoir à l'œil. Ils ont tendance à prendre des décisions autodestructrices, comme je viens de vous le dire. Exemple, defund the police. Peut-être vous le savez pas, parce qu'ici au Québec, au Canada, on voit moins ça, mais ils ont allé tellement loin dans des villes comme Chicago ou Baltimore, où le mouvement noir américain civique, OK, ils ont commencé à demander de arrêter de financer les cadres policiers. D'accord? Ce qui est arrivé, c'est qu'une bonne partie du cadre policier, ils ont carrément dit ciao, on n'est plus capable, là. Vous ne nous aimez pas, vous nous crochez au visage, les autorités ne nous battent pas. 40 à 50% du cadre policier, ils ont levé les pattes de ces villes-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? La montée de la criminalité, les, euh, les magasins qui se font dévaliser, OK? Des magasins complets là qui se font dérober complètement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que des Target, des Walmart, des McDonald's, toutes ces chaînes de magasins-là sont en train de quitter. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ces gens-là, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas où s'habiller, ils n'ont pas où aller manger, OK? Ils se tirent dans le pied. C'est pour ça que je vous dis, c'est un mouvement autodestructeur et nihiliste. D'accord? Donc, euh, autre, autre observation intéressante sur le wokisme que vous devez savoir, c'est que c'est un mouvement qui cherche à effacer l'histoire, refaire l'histoire, faire table rase de la société traditionnelle, comme l'avait fait, attention, la révolution bolchevique. C'est ce qu'ils ont fait en Russie. Ils ont tout tassé, ils ont exproprié la propriété privée, ils ont tassé l'Église, d'accord? Comme l'avaient fait les Jacobins lors de la Révolution française. Ça date pas d'hier. Lorsqu'on fait une révolution, on fait table rase de tout. OK? On remet tout en question. Alors, pourquoi je vous parle du wokisme? Parce que c'est un mouvement révolutionnaire qui veut tout refaire, OK? Faire un tohu pour recommencer. OK? Le grand remplacement, le grand reset, appelez-le comme vous voulez. Donc, on efface, on détruit tout pour mieux refaire, reconstruire à leur façon. Et reconstruire avec un nouvel état, un nouveau culte, surtout ce qu'on veut nous imposer, le transhumanisme. D'accord? À un moment donné, je vous parlais du transhumanisme, mais c'est tout ce qui nous vient du fameux Klaus Schwab,
et le Forum économique mondial, avec sa fameuse phrase qui dit « Vous n'aurez rien, mais vous allez être heureux. » D'accord? Donc, ils ont des liens très étroits avec les sionistes, mouvements sionistes, entre autres comme George Soros, et des similitudes avec Klaus Schwab du Forum économique mondial. Vous devez voir des liens là-dedans. Je pourrais vous en parler toute la soirée ou toute la journée, mais je voulais tout simplement vous mettre sur la piste et que vous sachiez que l'objectif de ce mouvement-là est la destruction de la société traditionnelle pour imposer leur vision du monde dans le futur. Dernier point. Pour l'instant, on voit que ces mouvements sont concentrés dans des pays occidentaux, surtout, d'accord? Car le reste de la planète, en général, quand je dis le reste de la planète, je parle peut-être des pays de l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique, une bonne partie de l'Asie. En général, ces pays-là refusent ces valeurs morales. Quand je dis valeurs morales, je parle de LGBT, qu'on veut imposer, ce qui se traduit par un monde wokiste concentré surtout dans nos pays à nous, OK? Surtout les pays anglo-saxons et occidentaux, d'accord? Et donc, je parle surtout dans l'Amérique du Nord, l'Europe, et aussi le reste de la planète sont en train de s'éloigner, sont en train de basculer et s'aligner surtout avec le mouvement économique des BRICS. C'est pour ça qu'il est important que vous sachiez qu'est-ce qui se passe présentement sur la planète. Voilà les amis, c'est un petit mot que je voulais vous parler sur le wokisme. Je pourrais vous en parler beaucoup plus. Dernière petite réflexion. Le wokisme et le communisme, gouvernement central, gouvernement qui gère tout, ok, qui identifie tout, ok, est très relié. Mais à un moment donné, je vais vous faire une émission sur les origines très occultes, ok, du communisme. D'accord? Donc, on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde.